Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au Grand Orient de France ce soir et au chantier de la République et pour notre conférence ce soir qui a pour thème « Partage de l'eau, un droit universel, un devoir humaniste ». Soyez donc les bienvenus et cette adresse de bienvenue concerne peut-être celles et ceux qui pour la première fois sont accueillis ce soir dans l'enceinte de l'hôtel Cadet. Pour notre conférence publique, je vais, sans plus attendre, donner la parole à notre très chère sœur Gloria pour quelques mots de présentation de la... mon frère Frédéric Sanchis pour un mot de présentation générale en fait de notre conférence. Mesdames, Messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Messieurs, grand maître, mon très cher frère Guillaume, je ne vais pas répéter le titre de la conférence, simplement, partage, universel, humaniste, trois mots qui font partie de notre vocabulaire de francs-maçons du Grand Orient de France, nous qui nous sommes fixés comme objet l'amélioration à la fois de l'homme et de la société, mais aussi la pratique d'une solidarité que nous voulons universelle. Le partage de l'eau ne serait-ce pas tout simplement une mise en pratique de notre fraternité? L'eau. C'est ce bien naturel qu'il me semble pouvoir qualifier de bien commun, de par la diversité de ses états, ses nombreuses fonctions, tant pour la nature que pour les êtres humains. Toutefois, définir l'eau comme un bien commun supposerait qu'existe une communauté. Alors, l'humanité peut-elle être rapprochée d'une grande communauté, cette République universelle, comme l'écrivait le chevalier de Ramsay? C'est en tout cas une de nos utopies au Grand Orient de France. L'ONU, le 28 juillet 2010, avait reconnu que le droit de l'eau et à un assainissement de qualité comme un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie de tous les hommes. Nous pensons, et nos conférenciers vont sûrement nous aider à y voir plus clair, que l'accès universel à l'eau et à son assainissement sont les grands défis de l'humanité, car, et vous le savez, l'eau est indispensable à la vie. Mais l'eau polluée peut tuer. Sans eau, pas d'être humain, pas d'animaux, pas de développement, pas d'économie, pas de société. Francs-maçons du Grand Orient de France, soucieux du bien-être de nos sociétés, nous considérons que nous avons à nous préoccuper de la gestion de l'eau dans notre pays et sur toute la planète, compte tenu des prévisions climatiques assez alarmistes. Il n'est plus possible de dépenser sans compter. On ne peut plus penser, comme le dit le proverbe catalan, « Chacun tire l'eau vers son moulin et laisse à sec son voisin ». Nous avons à prendre soin de nos ressources en eau, dont la quantité et la qualité ne sont que le reflet de nos activités de surface. Nous avons à adapter nos modes de vie à sa raréfaction et, pour cela, créer des infrastructures de diffusion. Mais l'accès à l'eau coûte cher. Alors, qui doit payer la consommation? Qui finance les réseaux d'approvisionnement? Qui les construit? Qui les entretient? Et surtout, qui les possède? Qui les contrôle? Et l'eau, source de conflits ou de coopération? Les éclairages de nos conférenciers vont vous être bien nécessaires, j'ai dit. Merci, cher Frédéric, de ces quelques mots de présentation. Je vais désormais inviter notre sœur Gloria à nous présenter cette fois chacun des invités. Gloria, tu as la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, grands maîtres, chers invités, l'eau fait partie de nos symboles en franc-maçonnerie. Élément tellement vital à la vie, l'eau est devenue un enjeu crucial pour notre planète. Face à ce défi, nos invités nous proposeront une mise en perspective sur cette problématique. Hydrologue de formation, Éric Servat est actuellement le directeur du Centre international UNESCO sur l'eau, récemment créé à Montpellier en 2021, et directeur de l'Observatoire des sciences de l'univers de Montpellier. Directeur de recherche à l'IRD et professeur associé à l'Université de Montpellier, il a dirigé le laboratoire Hydrosciences Montpellier entre 2001 et 2014. Il s'est beaucoup intéressé aux relations entre changements globaux et ressources en eau, en Afrique tout d'abord, puis également sur le pourtour méditerranéen ensuite.
Il a coordonné et dirigé de nombreux programmes internationaux, notamment dans le cadre d'un partenariat avec le programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO et son programme emblématique, Friend Water, qui regroupe plus de 160 pays répartis sur tous les continents. Ingénieur et écologue, Christophe Audouin a 35 ans d'expérience en gestion de l'eau dans plusieurs régions de France et en Asie du Sud-Est. Délégué régional Sud-Ouest Méditerranée chez Suez, il est également vice-président du pôle de compétitivité Aqua Valley, qui est un réseau d'adhérents, entreprises, organismes de recherche et de formation, associations, principalement localisés en région Occitanie et région Sud. Diplômé en ingénierie mécanique des structures à l'université Claude Bernard, Lyon 1, Bruno Bernard s'est investi dans la vie politique et particulièrement en région lyonnaise depuis plusieurs années. En 2020, il est élu à la présidence de la métropole de Lyon, qui réunit 58 communes et représente environ 1 425 000 habitants. Depuis, la gestion de l'eau dans la métropole de Lyon a été ramenée dans le giron public avec la création d'une régie publique. Une assemblée des usagers de l'eau a également été mise en place. Elle doit notamment réfléchir et élaborer des propositions à la mise en place d'une tarification sociale et environnementale de l'eau d'ici 2025. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, avant de commencer, je souhaite rappeler que cette conférence publique, comme toutes les conférences liées au chantier de la République, est simultanément diffusée sur YouTube. La possibilité de poser des questions vous sera évidemment donnée à vous ici présents, et également aux téléspectateurs à travers un numéro de téléphone qui va apparaître certainement sur l'écran maintenant ou maintenant, visiblement. Nous allons commencer. Je vous invite bien sûr à couper vos téléphones portables. Messieurs, Éric Servat, Christophe Audouin, Bruno Bernard, merci encore d'être avec nous. C'est désormais à vous. Et je vous propose de commencer. Éric Servat. Merci. Mesdames, Messieurs, merci tout d'abord pour cette invitation à venir parler d'un sujet qui, à titre personnel, m'est cher depuis fort longtemps, qui est la question de l'eau, et notamment la question de l'eau dans le monde. Alors, juste un tout petit mot avant de parler de ce sujet-là en particulier. Il a été évoqué dans la présentation qui a été faite, le fait que je sois directeur aujourd'hui d'un centre international de l'UNESCO. Et je voudrais juste dire quelque chose à ce sujet-là, parce que finalement, c'est quelque chose d'assez rare. Il n'en existe, tout domaine confondu, que 3 aujourd'hui en France. Un qui fait des maths pures et appliquées et qui est à Nice, celui qui traite de la question de l'eau qui est à Montpellier, et puis un autre qui traite de la formation et de l'éducation aux problématiques liées au climat, qui est notamment porté par Jean Jouzel, le grand climatologue que vous connaissez sans doute, et qui est ici à Paris. Ce centre à Montpellier, il regroupe 17 laboratoires et 13 universités, écoles d'ingénieurs, organismes nationaux de recherche. Ça représente une masse de scientifiques de 490 personnes et près de 200 doctorants dans nos laboratoires et dans les laboratoires de nos partenaires dans le monde avec qui nous avons le plaisir de travailler et de coopérer. Alors, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, finalement, donc, ce sujet, c'est celui pour nous en tout cas, celui de la question des ressources en eau. C'est un sujet qui est devenu extrêmement prégnant dans le débat, notamment en France, mais aussi à l'échelle mondiale. La question de l'eau, c'est typiquement une question qu'on peut aborder sous l'angle Think globally, act locally. Donc, réfléchir à ce sujet au niveau universel, car la question de l'eau est universelle. On traite de l'eau parfois parce qu'on en manque, parfois parce qu'on en a trop, parfois parce qu'on peut avoir accès à une ressource mais qu'elle est contaminée. Et donc, il y a une vraie problématique de l'eau qui est une problématique universelle partagée par l'ensemble des êtres humains de cette planète. Mais quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, la mise en œuvre des solutions est une mise en œuvre locale. Et c'est ce qui parfois échappe un petit peu à certains
participants au débat qui pensent avoir des solutions universelles. Il n'y a pas de solution universelle. Il y a des solutions qui vont avoir du sens à certains endroits et des solutions qui n'en auront pas à d'autres endroits. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit pour traiter globalement de la question de l'eau sous toutes ses formes. Un autre point qui est assez important, c'est le fait que là où finalement on a l'impression qu'il y a une masse liquide qui est extrêmement importante sur notre planète, finalement, il faut bien avoir présent à l'esprit que seuls 3% de la masse liquide sur la planète constitue de l'eau douce et que seulement 1% constitue l'eau à laquelle nous aurons un accès facile, simple, à travers les cours d'eau, les lacs, les rivières et donc les ressources souterraines facilement accessibles qui sont les nôtres et que nous utilisons finalement au quotidien dans l'ensemble de nos activités. L'autre point qui est un point important, c'est le fait que cette ressource est malheureusement inégalement répartie. Il y a des endroits où il y a énormément d'eau, des grands bassins hydrographiques, comme l'Amazone par exemple, ou le fleuve Congo sur le continent africain, et d'autres endroits où malheureusement on est dans une problématique de raréfaction de la ressource, voire d'une ressource qui, depuis déjà des décennies, est extrêmement faible. Je pense aux pays du Sahel, je pense aux zones désertiques ou subdésertiques. Donc cette question de l'eau est une question donc, que nous partageons tous et qui est une question qui se voit finalement impactée par au moins 3 grandes problématiques qui sont devant nous ou que nous subissons déjà. Évidemment, la question du changement climatique. Le changement climatique accélère le cycle hydrologique et donc va modifier les précipitations, les sécheresses, les problématiques d'évapotranspiration. Donc ça va être un modificateur extrêmement puissant et un accélérateur extrêmement puissant du cycle hydrologique et ça va générer notamment les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, par exemple, sur le territoire métropolitain français depuis maintenant quelques années. Et puis il y a 2 choses qui sont extrêmement importantes et qu'il faut avoir présent à l'esprit. La première, c'est la démographie. Je vous rappelle que nous étions, à peu de choses près, en novembre 2022, quelques 8 milliards d'êtres humains sur cette planète. Et on semble dire qu'à l'horizon 2050, nous serons près de 10 milliards. Ça veut dire qu'il y a 25% de population en plus par rapport à 2022, 25% de population, donc population à laquelle, à l'horizon 2050, il faudra donner à boire, il faudra nourrir cette population, il faudra la loger, il faudra la vêtir. C'est une population qui aura des activités économiques, etc., agricoles, et donc autant de choses qui sont consommatrices d'eau. Donc il y a cette dimension démographique qu'il faut avoir présente à l'esprit lorsque on s'intéresse à la question de l'eau et lorsque on essaye de travailler sur des scénarios pour l'avenir. Et puis il y a un autre point qui est absolument incontournable et qui est une vraie lame de fond à la surface de notre planète, c'est l'urbanisation de nos sociétés. On pourrait penser que finalement cette urbanisation, elle ne touche que les pays dits développés, que le monde occidental par exemple. Ça n'est absolument pas le cas. Lorsque vous voyagez un petit peu, lorsque vous allez par exemple sur le continent africain, qui est un continent que je connais bien pour y avoir travaillé de nombreuses années, on se rend compte de ce que, par exemple, les grandes capitales africaines, Dakar, Abidjan, Lagos, sont des villes qui se développent à grande vitesse. Et ça pour 2 raisons. Une première qui est plutôt louable finalement, c'est qu'on assiste à l'émergence d'une classe moyenne. Donc ça veut dire qu'on a des gens qui vont pouvoir vivre dans des conditions plus confortables que ce qu'ils connaissaient préalablement. Mais avec l'émergence d'une classe moyenne et l'élévation du niveau de vie de cette classe de la population, il y a automatiquement une augmentation de la consommation en ressources en eau. Et puis, parallèlement, vous avez des gens qui viennent en périurbain cette fois, souvent pour des conditions assez dramatiques qui peuvent être la sécheresse, la désertification, voire dans certains cas le terrorisme qui les chasse hors de chez eux, hors de là
où ils ont l'habitude de vivre depuis des générations, vous avez des gens qui viennent s'entasser dans des conditions d'une extrême précarité, qui vont avoir un accès à l'eau compliqué et qui n'auront pas de système d'assainissement, ce qui va générer des problématiques qui sont des problématiques de pollution de la ressource et des problématiques sanitaires. Donc ces trois éléments, changement climatique, démographie, urbanisation de nos sociétés. Et il y a juste un chiffre à l'esprit, par exemple, Lagos, qui est la plus grande ville du Nigeria, est une ville qui s'accroît de 500 000 habitants chaque année. 500 000 habitants, à peu de choses près, c'est la ville de Toulouse. Chaque année, on rajoute la ville de Toulouse à Lagos. Donc vous imaginez ce qu'il convient de faire en matière d'aménagement. Il y a ensuite des enjeux qui sont extrêmement variés lorsqu'on regarde la question de l'eau. Il y a des enjeux qui sont des enjeux déjà alimentaires, évidemment, puisque l'agriculture, là aussi, c'est une donnée universelle, elle nous nourrit, elle nourrit la population, l'humanité. Il faut avoir présent à l'esprit que 40% de ce qui est produit par l'agriculture mondiale est issu d'une agriculture irriguée. Et au niveau mondial, l'agriculture irriguée, c'est 70% de la consommation de la ressource en eau. Donc il y a là un lien qui est un lien très fort. Alors dans certains pays comme le nôtre, par exemple, on travaille à faire en sorte qu'on ait une irrigation qui soit beaucoup plus efficace à travers l'apport du numérique, etc. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où ça n'est pas le cas, où on n'a pas cette capacité-là et où il y a donc un vrai problème de ressources en eau et d'utilisation de la ressource en eau. Il y a des enjeux sanitaires, évidemment, des enjeux sanitaires de manière directe ou indirecte. Je citerai juste un exemple, pour ne pas être trop long, parce que sur les questions sanitaires, on pourrait parler longuement. Il y a 1 500 000 personnes chaque année qui meurent de diarrhée parce que ces personnes ont consommé une eau de mauvaise qualité. Et sur ces 1 500 000 personnes, il faut se souvenir de ce que, par exemple, il y a 500 000 enfants de moins de 5 ans qui sont donc complètement déshydratés et qui n'ont pas les moyens de survivre à ces questions-là. Il y a des enjeux qui sont des enjeux sociétaux. Ces enjeux sociétaux, par exemple, je les illustrerai là aussi avec un chiffre. Dans 80% des cas, lorsque il n'y a pas d'eau à proximité, en tout cas pas d'eau, on va dire presque au domicile, et lorsqu'on parle d'eau à domicile dans le contexte des Nations Unies, il faut savoir que c'est avoir un accès à l'eau à pied dans un rayon de 15 minutes. Ce n'est pas tout à fait l'image que nous avons, nous, à titre personnel, du fait d'avoir de l'eau à domicile, mais voilà, on considère que 15 minutes à pied, c'est presque partout comme si vous aviez de l'eau à domicile. Lorsque ça n'est pas le cas, dans 80% des cas, ce sont les femmes et les filles qui sont de corvée d'eau. Et ça veut dire que les filles vont chercher de l'eau pendant que les garçons vont à l'école et reçoivent une instruction. Et il y a eu un calcul qui a été fait, une estimation qui a été faite par l'UNESCO en particulier, et ça se traduit chaque jour, et je dis bien chaque jour, par 200 millions d'heures qui sont perdues sur cette planète pour la scolarité des filles, pendant que les garçons vont à l'école. Ça veut dire que dans beaucoup d'endroits encore, malheureusement, finalement, l'eau se traduit comme étant un facteur de discrimination à l'égard des filles, à l'égard des femmes. Et malheureusement, il faut bien dire que c'est souvent dans des pays dans lesquels il n'y aurait pas besoin d'un facteur de discrimination supplémentaire. Donc on a là quelques chiffres qui sont assez alarmants. Un autre, juste rapidement, il faut bien savoir que sur cette planète, il y a 3 milliards de gens qui ne peuvent pas se laver les mains comme ils le souhaiteraient. 3 milliards de gens, pour un geste qui pour nous est d'une banalité absolument confondante. Donc la prochaine fois que vous irez vous laver les mains, ayez juste une pensée pour ces 3 milliards de gens qui n'ont pas cette possibilité-là. Alors évidemment, il y a des réactions qui se mettent en place, il y a une organisation qui se met en place, il y a une volonté d'agir qui se met en place. Cette organisation, par exemple, elle se met en place au niveau des Nations Unies. Pour la première fois depuis 46 ans, enfin, je dirais, il y a eu une conférence thématique sur l'eau organisée par les Nations Unies à New York en mars 2023. La précédente conférence thématique sur l'eau, c'était Mar del Plata en 1977. Et vous me direz, oui, bon, d'accord, mais les Nations Unies, elles n'agissent pas au quotidien. Elles n'agissent pas au quotidien, mais c'est une forme de mobilisation politique au plus haut niveau. Ça envoie un signal qui est un signal important. On voit bien finalement le coup de projecteur que mettent sur
le climat ou sur la biodiversité, le fait que les Nations Unies organisent les COP climat, COP biodiversité. Donc c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui vient en appui aux objectifs de développement durable. Il y en a un, le 6, qui est directement centré sur les questions liées à l'eau. Donc il était très important que cette conférence thématique se tienne enfin. Il y a maintenant un calendrier qui est devant nous. La prochaine conférence aura lieu en 2026, et il y en aura une autre en 2028, et on devrait avoir, à défaut d'une COP de l'eau, mais peut-être que ça finira par venir, je crois que notamment l'initiative partagée, notamment par la France, d'organiser un One Water Summit sur l'eau, donc à New York en septembre prochain, lors de la conférence générale des Nations Unies, prévoit finalement d'essayer de faire émerger cette notion à terme d'avoir aussi une COP eau. Mais en attendant, on devrait avoir là, assez prochainement la nomination d'un envoyé spécial des Nations Unies pour l'eau, et c'est important. Il y a d'autres enjeux, évidemment, je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, mais par exemple, il y a des enjeux qui sont des enjeux géopolitiques qui sont très importants. Un exemple rapidement. L'Éthiopie a décidé de construire sur le Nil bleu, à la frontière avec le Soudan, le barrage dit de la Renaissance éthiopienne. C'est un barrage qui va stocker 59 milliards de mètres cubes d'eau, c'est-à-dire l'équivalent, même un peu plus, de l'équivalent de ce que le Rhône amène en Méditerranée chaque année. Donc vous imaginez le volume que ça va représenter. Et vous connaissez l'importance du Nil pour l'Égypte, avec le barrage d'Assouan, et le fait que le Nil est de fait pratiquement la seule source d'eau douce qui permet derrière de développer un peu d'agriculture, etc. Donc il y a vraiment... et là, vous imaginez que les Égyptiens sont très attentifs à ces questions-là. Donc véritablement, le besoin de considérer l'eau sous tous les enjeux que ça peut apporter, et donc sous tous les enjeux qui sont de fait partagés. Nous sommes, nous, finalement, dans une... Il y a une avancée qui s'est faite avec... mais je pense que notamment Christophe en parlera, la question du plan eau. Il y a un plan eau qui a été présenté en mars 2023 qui prévoit 53 mesures, dont certaines qui étaient les bienvenues, en particulier pour ce qui relève du desserrement de certaines contraintes réglementaires qui notamment faisaient de la France le très mauvais élève en ce qui concerne la réutilisation des eaux usées traitées. Il y a donc toute une organisation qui se met en place, une organisation donc qui devrait permettre de s'organiser, de mettre en place un certain nombre de solutions par rapport aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Alors, je voudrais juste, pour aller vers une forme de conclusion, rappeler donc que finalement la question de la ressource en eau, c'est une question qui met en avant des sujets qui sont des sujets clés. J'ai parlé de la place des femmes, notamment dans un certain nombre d'endroits, de la participation nécessaire des populations à une gestion qui doit être aujourd'hui, a fortiori, je dirais, dans un contexte de difficulté, une gestion de l'eau qui doit être participative. On ne fera rien contre les gens, il faut absolument les associer, parfois à des décisions qui sont des décisions difficiles. On ne fera rien si on n'est pas dans un mode participatif. Il y a évidemment tous ces enjeux liés à la santé, à l'amélioration de la santé, à l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement, des problématiques de gouvernance, et puis enfin ces questions qui sont des questions de géopolitique. L'UNESCO, les Nations Unies ont recensé 300 endroits dans le monde où on partage des cours d'eau, on partage des aquifères, et ces 300 points-là sont des points qui sont des points de tension maximale et qui sont donc susceptibles de dégénérer sous forme de conflit. Donc on voit que la question de l'eau est une question qui est extrêmement centrale dans beaucoup des courants qui structurent notre civilisation. La démocratie, l'organisation de la société civile, le développement durable, la lutte contre la pauvreté et les réflexions sur les biens publics mondiaux et leur utilisation en particulier. Pour ça, je pense qu'il faut qu'on fasse œuvre d'un certain nombre de choses. D'abord, être conscient du fait que la question de l'eau est une question complexe. Elle est complètement transverse à notre organisation, notre société, nos activités. Et c'est donc un problème qui est à haut niveau de complexité. Et j'ai rarement vu finalement des problèmes à haut niveau de complexité qui ont des solutions simples.
Donc il va falloir qu'on agisse dans un certain nombre de directions. Et il va falloir faire preuve absolument pour résoudre les problèmes qui sont devant nous, et qui concernent l'ensemble de l'humanité aujourd'hui, il va falloir faire preuve d'une intelligence collective qui doit nous conduire probablement, et en tout cas c'est vrai pour notre métropole, à associer différents axes. D'abord un changement de culture par rapport à l'eau. Jusqu'il y a peu de temps, finalement, la question de l'eau était une question qui était absente. Nous avons totalement, ici en France et dans beaucoup de pays développés, nous avons invisibilisé l'eau. Elle n'était plus présente, c'était plus une question, c'était plus un sujet. Et ça le redevient. Donc il va falloir que nous changions notre regard par rapport à l'eau. Il va également falloir que nous soyons sobres, mais surtout efficaces dans l'utilisation de chacune des gouttes d'eau. Être efficace, ça permet d'atteindre une sobriété qui ne consiste pas en un simple coup de rabot, mais qui va permettre d'être sobre en étant efficace et productif là où il est nécessaire de l'être. Il va falloir que nous prenions l'habitude de travailler sur la base de compromis et donc ouvrir un dialogue. Le compromis, ce n'est pas toujours le point fort en France dans la manière dont on aborde les sujets. Aujourd'hui, tous les usages sont compétitifs, sont concurrentiels. Et si on veut donc éviter la question des conflits, il va bien falloir qu'à un moment donné, on apprenne à travailler sur la base de l'écoute de l'autre, du consensus et du compromis. Et puis, et je terminerai ma présentation là-dessus, je suis un scientifique et trop souvent, finalement, on a considéré, ou mal considéré la science, je trouve, dans le pays qui est pourtant le pays de Pasteur. Ces dernières années, il y a une forme de méfiance qui s'est développée par rapport à la science. Et alors la science ne résoudra pas tout. J'évoque notamment des questions qui relèvent de questions culturelles, de questions comportementales, de questions de gouvernance. Mais pour paraphraser Alain Aspect, prix Nobel de physique, qui expliquait qu'on ne sauvera pas la planète contre la science, mais avec la science, je pense qu'on peut dire, nous aussi, à l'échelle de l'eau, qu'on ne sauvera pas l'eau sans la science, mais bien, ou contre la science, mais bien avec la science. Et ça, c'est un discours auquel, évidemment, vous imaginerez qu'en tant que scientifique, je suis très attaché. Voilà, je ne serai pas plus long, et je vous remercie pour votre attention. Éric Servat, merci à vous. Nous allons poursuivre avec vous, Christophe Audouin. Merci, bonsoir à toutes et tous, et merci d'être présents pour traiter d'un sujet qui me semble important. Le titre de la conférence disait « Partage de l'eau, un droit universel, un devoir humaniste ». Ça a été rappelé tout à l'heure, ça fait pas très longtemps que l'eau a été reconnue comme un droit humain, c'est en 2010 par les Nations Unies. Et si nous en restons à la France, entre 2010 et 2015, il s'est passé un élément complémentaire pour ce droit à l'eau, c'est l'interdiction, après un certain nombre de procès, de conflits, des coupures d'eau pour impayés, des coupures d'eau ou réduction de l'eau disponible. Je voudrais juste témoigner, en fait, durant ces 5 années, un groupe de personnes qui appartenaient aux organisations parfois en conflit s'est réuni. Ces personnes se sont réunies avec la conviction d'un devoir humaniste pour agir pour un meilleur droit à l'eau. Et leur contribution n'a pas été anodine pour atteindre cet objectif. Alors je vais me permettre de citer juste quelques noms. D'abord Emmanuel Poilane, parce que je lui ai demandé son avis, il a dit qu'il était d'accord. Emmanuel Poilane, qui à ce moment-là dirigeait la Fondation France Liberté, s'est battu pour obtenir ce résultat. Je me permets de citer une autre personne qui m'est chère, c'est Alexandre Brailovski, qui était un médecin humanitaire, qui, après avoir fait de l'humanitaire sur des théâtres de guerre, a travaillé avec Suez dans des bidonvilles, à Buenos Aires, au Cap, en Indonésie, et qui nous a quittés brutalement. Il y avait d'autres personnes, il y avait en particulier Henri Smet, qui a été un infatigable défenseur du droit à l'eau. Ça, c'était pour dire que le droit à l'eau est fragile et qu'il n'est pas acquis. C'est aussi pour dire que quand un groupe de personnes sont capables de se réunir et qu'elles partagent des valeurs humanistes, on peut faire avancer les choses et avoir un progrès.
On en a parlé déjà, tu en as parlé Eric, hein. Ces personnes étaient réunies par quelques éléments importants. La volonté de garder le dialogue, coûte que coûte, la volonté d'éviter les conflits, la volonté de rapprocher les parties prenantes pour arriver à faire avancer les choses. J'y reviendrai. 2015, c'est la COP21 aussi. À la COP21 se crée le partenariat français pour l'eau, qui pendant toute la COP s'est battu pour faire que le sujet de l'eau soit mis à l'ordre du jour des COP. Eric en a parlé aussi, il n'y a pas encore de COP de l'eau, mais il y avait un mouvement qui est parti de France pour faire avancer ce sujet. À l'époque, pourtant, le sujet de l'eau existait à l'agenda international. 92% des mentions d'adaptation des 185 nations qui ont été portées à la COP21 traitaient des sujets de conflit de l'eau et d'adaptation. En 2015, il n'y avait pratiquement personne qui n'imaginait que les conflits et tensions sur l'eau qu'on voyait bien un peu partout dans le monde allaient exister chez nous. Elles sont là. Les scientifiques nous avaient prévenus, je me tourne encore une fois vers Eric, et il se trouve que samedi dernier, j'étais en haut des Pyrénées, à Saint-Lary, pour ne pas citer, une station de ski dans laquelle les glaciers sont en train de disparaître, dans laquelle la neige fond, et nous étions quelques-uns avec Gilles Boeuf. Gilles Boeuf, c'est un biologiste, l'ancien directeur du muséum, et Gilles nous disait, répétait, pour qu'on comprenne, il aura fallu qu'on manque d'eau. C'est une réalité à laquelle on est confronté en France depuis 2 ans. Aujourd'hui, la principale menace qui pèse sur le droit à l'eau et sur le partage de l'eau, c'est notre incapacité à nous adapter aux conséquences du changement climatique. Permettez-moi de revenir sur 3 étapes que j'ai faites cette semaine en Occitanie, où nous avons traité de ce sujet. À Saint-Lary, donc, le maire avait organisé une conférence publique avec quelques professionnels autour de Gilles Boeuf pour évoquer l'eau et le changement climatique, quels enjeux aujourd'hui. Une position courageuse dans un village qui subit de plein fouet le changement climatique, avec ses conséquences sur l'eau, la disparition des glaciers, je l'ai dit, bien sûr, l'érosion du manteau neigeux qui alimente les plaines, qui alimente la Garonne. Une situation qui impacte l'économie de la vallée. Une vallée qui s'est construite sur l'hydroélectricité et sur les stations de ski, et donc aujourd'hui la neige artificielle. Et bien sûr, une vallée dans laquelle, Gilles Boeuf était là pour ça, le vivant doit être préservé. Le vivant doit être préservé dans nos Pyrénées et dans nos montagnes. Quelques jours avant samedi, jeudi dernier exactement, il y a une semaine, j'étais à Perpignan. Perpignan, à l'invitation du préfet et de la Chambre de commerce et d'industrie, j'intervenais au titre du pôle de compétitivité pour l'eau, dont la mission est aussi de donner les outils et les innovations pour l'adaptation au changement climatique. Le préfet demandait aux entreprises d'apporter des solutions. Alors effectivement, nous avons vu pendant toute la journée un certain nombre de solutions diverses pour répondre à la crise climatique qui, dans les Pyrénées-Orientales, est la plus sévère en France. La plus sévère, à tel point que le ministre de l'écologie était encore à Perpignan aujourd'hui. Le gouvernement, dans le cadre du plan eau, a décidé que les Pyrénées-Orientaux allaient être le démonstrateur des solutions face au changement climatique qui pourront servir pour d'autres départements. J'ai retenu 2 points importants de cette journée et de la discussion que j'ai eue avec le préfet en sortant. Premier point, il n'y a pas de solution magique. Il faut une palette de solutions, Eric l'a dit aussi. Il faut une palette de solutions. Deuxième point, c'est les mots du préfet. Si nous ne parvenons pas à travailler les uns avec les autres plutôt que les uns contre les autres, nous n'arriverons pas à mettre en œuvre ces solutions. Pour nous adapter, nous pouvons mobiliser l'innovation, la technologie, les sciences. Mais pour réussir à faire fonctionner des sites innovants, rien ne se fera sans une approche humaine et humaniste. Je vais y revenir. Dernière étape, hier, à Toulouse.
Le président du conseil départemental, Sébastien Massini, qui est en poste depuis 1 an, et par ailleurs hydrogéologue, intervenait en ouverture d'un colloque sur la gestion de l'eau et le changement climatique. Le thème précis était « Menaces pour l'avenir ou opportunités pour se réinventer ». Il a rappelé les études prospectives qui avaient été faites. Le bassin de la Garonne était plutôt en avance. Donc les études prospectives prévoyaient qu'en 2050, nous aurions une diminution significative de l'eau dans la Garonne, de l'ordre de 30%. Nous y sommes. Les scénarios qui avaient été prévus pour 2050, nous les avons eus en 2023 et 2024. Donc nous sommes face au changement climatique, à ses conséquences sur l'eau. Sébastien Massini a développé une politique de l'eau large pour son département, 360 degrés, comme on peut dire, mais soulevant le caractère transversal des sujets de l'eau. Pas d'économie sans eau, personne ne doit rester au bord du chemin, et donc un sujet de l'eau qui est aujourd'hui au centre des politiques du département. Avec un point complémentaire, il a dit, et on n'entend pas toujours ça, on est habitué à avoir des réunions de crise sur la sécheresse en préfecture tous les étés depuis des années. Il a dit, on ne peut pas s'adapter de façon ponctuelle. C'est tout le temps qu'il faut travailler sur le sujet de l'eau. Il faut travailler de façon continue et pérenne. Le sujet a été évoqué aussi dans la journée du drame de Sirvins, dont vous vous souvenez peut-être. Encore une fois, l'importance de la concertation, de la prise en compte de l'humain est essentielle pour mobiliser les gens et pour arriver à éviter les fractures. Ce soir donc, nous sommes à Paris, au lendemain de l'équinoxe, une journée bien chaude, vous l'avez remarqué. On peut dire il fait beau, moi je trouve qu'il fait chaud. Je partage avec vous à nouveau cette conviction. L'adaptation du partage de l'eau au changement climatique se fera avec des technologies, avec la science, avec des innovations. Elle ne se fera pas sans les femmes et les hommes. Si les conflits et les tensions que l'on observe déjà et que certains voudraient appeler des guerres de l'eau en France continuent à se généraliser, nous ne parviendrons pas à nous adapter. Et j'appelle donc de mes vœux, non pas une énième guerre de l'eau, mais la construction d'une concorde pour l'eau qui pourra nous rassembler pour conduire ce changement vital. Je vous remercie. Merci à vous, Christophe Audouin. Et nous poursuivons et nous terminons avec vous, Bruno Bernard. Vous avez la parole. Merci. Bonsoir à toutes et tous et merci de cette invitation pour parler de cette question cruciale qu'est l'eau. Et en tant qu'élu local à la métropole de Lyon, notre responsabilité, ma responsabilité, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'eau potable pour les habitants aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans et au-delà. Et c'est une question importante et difficile parce que sur la métropole de Lyon, l'eau potable dépend d'un seul champ captant qui couvre la quasi-totalité de la métropole et qui dépend du Rhône, dont on sait que le débit va diminuer d'environ 30% d'ici 2050. Et donc, notre politique, elle est assez simple. Elle est de faire tout ce qu'on peut pour garantir la préservation de l'eau en quantité comme en qualité, avec une politique tournée aussi vers la sobriété de l'eau, où on a un objectif de diminuer la consommation de 15% d'ici 2035. Et donc, au travail sur toutes les solutions. La première, c'est de modifier la ville. Depuis des dizaines d'années, on a construit une ville minérale sans tenir compte du cycle naturel de l'eau, un modèle totalement absurde où les eaux aujourd'hui de pluie finissent dans les égouts, qui finissent dans les stations d'épuration, où annuellement on traite à peu près la moitié d'eau qui est sale, qui vient de l'assainissement, et la moitié d'eau de pluie, donc avec des coûts énergétiques importants. Et dès qu'il pleut un peu trop, on ne peut plus traiter l'eau, donc on ouvre les vannes et on pollue l'environnement. C'est ça le modèle sur lequel a été construit nos villes. Donc un des axes de notre politique, c'est de désimperméabiliser pour retrouver le cycle naturel de l'eau et que quand l'eau tombe du ciel, elle finisse dans la nappe phréatique
et non plus dans nos égouts. Et c'est 400 hectares, par exemple, qui vont être désimperméabilisés dans ce mandat. Typiquement, on a 3 lignes de tramway qui sont en cours de travaux. Ben, nos lignes de tramway, aujourd'hui, l'eau qui tombera sur ces lignes, elle ira aux nappes phréatiques. C'est 40 hectares qu'on récupère dans le cycle naturel de l'eau. C'est travailler naturellement sur la qualité du réseau. Moins il y a de fuites sur le réseau, moins on perd d'eau. On avait 25% d'eau perdue il y a une dizaine d'années, on est aujourd'hui à 15% et on sera à 12% d'ici 5 ans. C'est donc un renouvellement plus fréquent des canalisations d'eau. Et c'est là où il est intéressant d'avoir des marges financières et une régie publique de l'eau, j'y reviendrai. Et puis, c'est travailler sur la qualité de l'eau. Parce que si nous avions une pollution de nos champs captants, 48 heures après, il n'y aurait plus d'eau au robinet. Et donc, c'est travailler avec ceux qui pourraient la polluer. L'agriculture, donc pour travailler avec nos agriculteurs et les subventionner pour qu'ils changent de mode de production, qu'ils arrêtent les pesticides, leur fournir de l'engrais naturel avec le compost, puisqu'on fait du compost avec nos déchets organiques et on va pouvoir le distribuer à faible prix aux agriculteurs. Donc c'est tout un travail pour travailler avec les agriculteurs et aussi avec les industriels, qui sont aussi une autre source possible de pollution, notamment avec les perfluorés. Donc vous avez peut-être entendu parler, et on vient d'aller en justice contre 2 industriels qui ont probablement pollué de façon assez forte l'eau au niveau du sud de la métropole. Et donc on travaille aussi pour préempter des terres agricoles, pour être sûr après que les productions ne présentent pas de risque. Et tout ce travail est essentiel, avec notamment un travail aussi sur l'assainissement, pour que notre réseau d'assainissement soit au niveau et ne crée pas de pollution. Et le choix que nous avons fait, il y a maintenant près de 4 ans, en arrivant en juillet 2020, c'est celui du retour en régie publique de l'eau. C'est un choix fort qui s'est fait au 1er janvier 2023, à la fin d'une délégation de service public de 8 ans, qui avait un opérateur privé, Veolia, et qui travaillait d'ailleurs très bien. On n'avait rien à lui reprocher sur le contrat, qui était d'ailleurs même un contrat équilibré par rapport à des contrats beaucoup plus anciens qui n'ont pas toujours été. Mais ce choix, c'était un choix fort basé d'abord sur une conviction philosophique et puis sur une analyse pragmatique. La conviction philosophique, c'est celle que l'eau est un bien commun et qu'elle ne peut pas être marchandisée, qu'on ne peut pas avoir une gestion de l'eau avec des critères financiers. C'est le temps long, on a besoin d'investissement, et donc c'est pas normal, c'est pas même moral, si on met de la morale là-dedans, qu'un opérateur privé, quelle que soit sa qualité, fasse une marge officiellement de 6,5% et probablement un peu plus avec des filiales ou une maison mère. Et la deuxième, c'est un choix pragmatique, parce qu'on sait que toutes les collectivités qui ont fait ce choix, elles s'y sont retrouvées. Pas une, en France, à ma connaissance, n'est revenue en arrière, même quand il y avait des changements politiques. Et on voit d'ailleurs que nous, le travail qui est fait avec les élus sur cette question, entre les positions initiales d'il y a 3-4 ans, avec beaucoup de réserves sur cette politique de l'eau, sur la création de la régie et la situation d'aujourd'hui, moi je suis convaincu qu'on a gagné la bataille des idées au niveau des élus de la métropole de Lyon et que cette politique va durer, quels que soient les changements de majorité dans les années ou, j'espère, le siècle prochain. Et donc, cette régie de l'eau, elle a aussi d'autres avantages. Elle nous permet, par exemple, d'impliquer les citoyens. Nous avons mis 4 représentants des usagers de l'eau dans le conseil d'administration de la régie publique. Il y a aujourd'hui une assemblée des usagers de l'eau où il y a 120 citoyens, tous ceux qui ont souhaité venir y sont, qui se réunissent régulièrement donc pour désigner ces 4 représentants, mais aussi pour travailler avec nous, par exemple, à la structuration de la tarification de l'eau. Et on vient de voter, il y a une dizaine de jours, cette nouvelle structuration de tarification avec la volonté qu'elle soit accessible à tous, la volonté de pousser à la sobriété. Donc nous mettons en place, à partir du 1er janvier 2025, une tarification solidaire et progressive. Et donc le premier choix qui a été fait, c'est que les 12 premiers mètres cubes d'eau dans l'année, soit 1 mètre cube
par mois soit gratuite, quel que soit le foyer. Le deuxième choix que nous avons fait, c'est de vouloir qu'aucun foyer ne paye plus de 3% de ses revenus pour payer l'eau. Et donc ça, c'est un versement solidaire eau qui est mis en place, automatique, où on calcule la consommation théorique d'eau du foyer et on va reverser à chaque eau, par les fichiers notamment de la CAF, à 100 à 120 000 foyers. On estime qu'ils recevront, selon les foyers, la configuration de revenus et leur consommation théorique, 20 à 80 euros par an pour que leurs dépenses en eau ne dépassent pas les 3%. La deuxième chose que nous avons mis en place, c'est une progressivité. Les 12 premiers mètres cubes d'eau sont gratuits. Ensuite, il y a un tarif jusqu'aux 180 mètres cubes. Et au-delà de 180 mètres cubes, pour les usages domestiques, on double le tarif. Alors, il y a très peu de foyers qui dépassent 180 mètres cubes. Aujourd'hui, on estime qu'il y en a 5%. Et donc, c'est que la part au-dessus de 180 mètres cubes qui est doublée. Mais c'est bien quand même pour montrer que l'eau a une valeur. Et puis, pour les autres, c'est-à-dire les professionnels, les entreprises, les collectivités locales, les établissements de santé, on a une tarification progressive avec 4 tranches. Là, il n'y a pas de mètres cubes d'eau gratuits, mais on a 4 tranches. Et entre la tranche première et la tranche la plus haute, il y a 15%, donc une pente plutôt douce d'augmentation des coûts pour encourager aussi ces professionnels à la sobriété. Et dans ce débat, d'ailleurs, sur la tarification de l'eau, on s'est rendu compte que personne, quasiment, ne sait combien il consomme de mètres cubes dans l'année. Je regarde si quelqu'un me contredit, mais je n'ai pas la pression. Ni même ce que coûte l'eau, parce que souvent elle est payée dans des charges, on ne paye pas toujours sa facture d'eau directement. Et l'eau qui n'est pas très chère, d'ailleurs, par rapport à l'énergie, par exemple, mais on a une méconnaissance de ce qu'on consomme et de ce qu'on coûte. Et puis, je voulais quand même finir sur une vision un peu plus globale, puisque ça a été dit, on a besoin de la science pour trouver des solutions, mais surtout pour établir le constat. Mais on a aussi besoin de choix forts. Il y a aujourd'hui un manque d'eau. Et pour ne pas tomber dans des conflits d'eau, que ce soit internationaux, des guerres, ou même localement, pour savoir ce qu'on fait, il faut associer les citoyens au choix. Et aujourd'hui en France, on sait à peu près que les consommateurs que nous sommes représentent 20% et quelques, 25% de mémoire de la consommation, et que l'agriculture, à elle toute seule, est plutôt autour de 50%, et plus en période d'été, là où l'eau est la plus rare. Et que dans cette consommation agricole, près de la moitié, entre 20 et 25% de la consommation d'eau est liée au maïs. Le maïs consomme quasiment autant que les 60 millions de Français, et l'eau potable. Et donc ça, si on ne pose pas le sujet, et qu'on se dit pourquoi est-ce qu'on produit du maïs? Est-ce que c'est nécessaire qu'on exporte près de la moitié de ce maïs à l'international pour faire du bétail, on ne sait pas où? On ne peut pas régler les choses. On ne peut pas aborder la question de l'eau simplement avec des caricatures, il faudrait fermer des golfs ou embêter ceux qui ont des piscines. Ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Il faut bien traiter tous les sujets. C'est aussi la question des nouvelles centrales nucléaires qu'on aura sur le Rhône, qui peuvent avoir une conséquence sur la ressource en eau. Et quoi qu'on pense d'une centrale nucléaire nouvelle ou pas, si on ne met pas la question de l'eau aussi pour nos centrales, on passe à côté de quelque chose. Donc le sujet est passionnant, complexe. Localement, ça a été dit, c'est là qu'il y a des solutions, mais il y a aussi à avoir des débats nationaux, internationaux, pour qu'on puisse garantir à toutes et tous un accès à l'eau de façon pérenne. Merci. Merci à vous, Bruno Bernard. Vous parliez de débat. Eh bien, ça tombe bien, puisque nous allons lancer le débat. La parole vous est donnée. Nous avons en fait dans la salle 2 frères qui ont des micros à leurs mains. Et il suffit de lever la main pour que nous puissions vous donner la parole. On a une première question. Merci.
Merci pour ces différents échanges et pour les différents chiffres que vous avez donnés. Céline Kaufmann, je suis la PDG d'une start-up qui s'appelle Agora AI. Et donc j'ai peut-être un commentaire et une question pour vous. Le premier, le commentaire, en fait, dans les présentations que vous avez faites, je trouve qu'il y a un très grand accent qui a été mis sur les problématiques de l'eau liées au changement climatique. Or, on sait qu'en grande partie, en fait, les problèmes d'eau qu'on connaît aujourd'hui sont liés à la surconsommation, notamment la surconsommation des hommes. Vous l'avez un tout petit peu mentionné, notamment sur les sujets urbains et les sujets en fait de population qui grandissent. Mais je serais peut-être curieuse d'avoir certains chiffres par rapport à ça, le ratio entre changement climatique, impact sur les sécheresses et le manque d'eau, et au contraire justement l'impact de l'homme sur ces sujets. Le deuxième point, vous mentionniez, Monsieur le Président de la métropole de Lyon, le fait qu'aujourd'hui personne en fait ne sait qui consomme quoi à quel moment. En fait, aujourd'hui, nous on travaille à ça et on a une visibilité sur les grandes consommations des grands industriels, notamment à l'échelle de la France. Et on peut apporter, grâce à de la donnée et à de l'intelligence artificielle, une visibilité sur ces usages et potentiellement des cas de scénarios qui permettraient en fait le partage de l'eau de manière collective. Et donc je suis curieuse aussi d'avoir peut-être vos retours sur l'utilisation des nouvelles technologies pour justement permettre un débat qui serait plus apaisé et qui serait rationnel et scientifique sur la base de données transparentes que tout le monde pourrait avoir. Voilà. Merci. Merci. On va fonctionner par série en fait et prendre deux autres questions. Bonsoir, Jean-Emmanuel Gilbert. Je travaille aussi dans le domaine de l'eau et je vais compléter un petit peu la présentation en disant que bien sûr il y a la question de la surconsommation, mais il ne faut pas oublier que le changement climatique n'arrive qu'après une très grave dégradation du cycle de l'eau au niveau de son parcours terrestre. Parce qu'on a rectifié les cours d'eau, on a asséché les zones humides, on a tassé tous les sols, etc. etc. Et donc le changement climatique n'arrive pas comme un éclair dans un ciel bleu. En fait, le système eau était déjà extrêmement dégradé. Je ne parle pas d'ailleurs simplement de la question quantitative, mais aussi de la question qualitative, puisque, grosso modo, vous pouvez prendre n'importe quel type d'analyse chimique, vous allez la trouver dans à peu près n'importe quelle masse d'eau actuellement. Ceci étant dit, dans les premières présentations ont été mises en avant les solutions dites techniques, scientifiques. Moi je suis scientifique aussi de formation, donc la science est très très bien. Mais force est de constater que par exemple dans des pays qui ont fait énormément d'efficience sur les usages de l'eau, comme par exemple le Maroc, qui ont mis en place énormément de technologies en fait, par exemple comme l'Espagne, ça a conduit comme dans tous les autres secteurs à un effet rebond. C'est-à-dire qu'à mesure que l'on réduisait la consommation spécifique, on augmentait énormément les usages et in fine, on aboutissait à une catastrophe parce que ça réduisait en aucun cas en fait la consommation complète. Et donc nous sommes ici dans un très beau temple. Merci beaucoup d'avoir organisé cette soirée publique ici. Et parmi les mots qui trônent entre les différentes colonnes qui nous entourent, il y en a un qui me semble extrêmement important qui s'appelle sagesse. Et je pense que ça, c'est plutôt vers ce genre de termes qu'il faudrait aller puiser pour trouver une solution. Je vous remercie. Merci. Cette question rejoint la première question. On va peut-être commencer par quelques réponses. La première question était effectivement autour du changement climatique et de la surconsommation. Qui souhaite répondre ? La surconsommation. Alors effectivement, on peut aborder cette problématique-là. La surconsommation, probablement dans certains pays du monde, c'est vrai qu'on a une consommation, par exemple, qui est 10 fois la consommation, en France en tout cas, qui est 10 fois celle d'un paysan nigérien, par exemple, au quotidien, et que notre consommation à nous est largement inférieure à celle d'un Américain, par exemple. Mais pour autant, et j'étais encore sur le continent africain il n'y a pas très longtemps, et pas au Maroc, donc pas dans des endroits où on a mis en place un certain nombre de solutions qui auraient pu être très orientées sur de la technologie, mais je pourrais avoir des commentaires là-dessus aussi, dans des endroits où finalement la question de la consommation et la question de l'accès à l'eau est une question qui se posait déjà préalablement. Cette question se pose aujourd'hui de manière beaucoup plus cruciale.
Et même si aujourd'hui, par exemple en France, on a effectivement depuis un certain nombre d'années modifié le cycle naturel de l'eau, pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais il y a aussi parfois pour de bonnes raisons. Je crois qu'il faut aussi ouvrir... Nos sociétés sont complexes, on ne peut pas se permettre de les regarder uniquement à travers un seul prisme. Donc on a besoin d'avoir une vision globale des choses qui nous conduit évidemment à procéder à des aménagements qui vont perturber le cycle naturel de l'eau. Alors après, il faut s'organiser pour faire en sorte que l'impact soit réduit, mais je ne vois pas comment, de toute manière, nous arriverions à ne pas perturber le cycle naturel de l'eau. Ça me paraît tout à fait invraisemblable. Mais par ailleurs, la question de l'eau, donc la question de notre consommation, et malgré tout, aujourd'hui, finalement, ce qu'on constate, ce sont des sécheresses. C'est une dégradation de la pluviométrie. Et donc, on n'est pas forcément sur une problématique de surconsommation. Aujourd'hui, la quantité d'eau précipitée dans les Pyrénées-Orientales, par exemple, c'est moins de 200 mm par an, depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'on est dans un climat, ce sont les chiffres d'un climat désertique. Et donc, la problématique, ce n'est pas la problématique de la surconsommation des habitants des Pyrénées-Orientales. C'est bien le fait que le changement climatique est là et qu'il conduit à une modification telle du cycle de l'eau qu'il n'y a plus de précipitation. Et s'il n'y a plus de précipitation, que vous consommiez de l'eau ou pas, il n'y a pas alimentation des nappes. Et le problème, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, les nappes ne sont pas réalimentées. Dans toute la région qui s'appelait autrefois Languedoc-Roussillon, on est aujourd'hui on est au début du printemps. Enfin, au début du printemps. En fait, le printemps a démarré déjà depuis plusieurs semaines, compte tenu des températures. Tu évoquais tout à l'heure, Christophe, le fait que les gens disent « il fait beau ». Je suis d'accord avec toi, c'est « il fait chaud ». Et la végétation a démarré. Et donc, il n'a pas plu. On a eu un hiver sec, encore une fois, un automne sec, encore une fois. Le niveau des nappes est extrêmement bas, même s'il pleut très fort dans les semaines qui arrivent, parce que souvent il pleut, en tout cas souvent il pleuvait autrefois pendant les printemps méditerranéens, eh bien le niveau des nappes qui est devant nous est un niveau qui restera bas pour les périodes qui viennent. Et ça, c'est ça qui est dramatique. Et c'est cette perturbation du cycle hydrologique, cette perturbation des précipitations qui fait qu'on ne réalimente pas. Alors après, vous me direz, il faut réduire notre consommation. Réduisons notre consommation. Mais malgré tout, l'impact aujourd'hui majeur, c'est celui du changement climatique qui a modifié complètement le cycle hydrologique. Juste un chiffre. 1 degré de plus dans l'atmosphère, c'est une atmosphère qui va être capable de stocker 7% de vapeur d'eau supplémentaire. Et c'est autant donc d'eau qui va être stockée, qui ne va pas retomber, qui retombera qui retombera probablement lorsqu'on aura des événements extrêmes, mais avec une telle violence que cette eau qui aura été stockée et qui va être de toute façon perdue parce qu'elle va ruisseler. Donc l'impact majeur pour nous, ça reste quand même celui du changement climatique. On avait aussi une question en fait sur l'utilisation des nouvelles technologies. Allez-y, bien sûr. Alors sur la question des nouvelles technologies, naturellement que le numérique peut aider à y voir plus clair. Enfin, nous, à la métropole de Lyon, on connaît très bien quels sont les consommateurs. Le plus gros consommateur, il prend 253 000 mètres cubes d'eau par an, par exemple. Ma remarque, c'était de dire que les habitants ne savent pas ce qu'ils consomment. Et que là, il y a en effet un enjeu à leur faire connaître. Après, de façon plus globale sur les nouvelles technologies, naturellement qu'une irrigation plus efficace va consommer un peu moins d'eau. Mais ce n'est absolument pas la science qui va nous régler le problème de l'eau. C'est bien de changer de modèle agricole, parfois industriel à la marge, et beaucoup d'éléments, il n'y a pas de solution miracle. Et la technologie, pour moi, n'en est certainement pas une. C'est au contraire. Ça peut être reculé sur la prise de conscience. C'est le cas, par exemple, quand on va pomper dans les nappes phréatiques de l'eau pour la réutiliser l'été pour l'agriculture, au lieu de changer la production agricole. Là, on est totalement à côté de la plaque, me semble-t-il. Oui, juste un mot. Quand j'ai parlé de technologie, j'ai peut-être été un petit peu limité dans mon propos. D'abord, dans les solutions et les technologies, il y a des solutions qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, qui proviennent aussi de la connaissance scientifique et qui nous amènent à travailler différemment. Dans les nouvelles technologies, moi j'ai l'exemple en tête aujourd'hui, les compteurs connectés, je pense à
à Brive par exemple, permettre aux habitants de mieux connaître et maîtriser leur consommation et donc d'agir avec d'ailleurs des sociologues, etc., sur des changements de comportement. Ce sont des outils. Les outils, ils peuvent faire le meilleur, ils peuvent faire le pire, à nous de les mettre en œuvre. Juste un mot sur cette question de technologie et de science. Je suis d'accord avec le fait que la science et la technologie ne résoudront pas tous les problèmes. Mais je pense c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne résoudra pas les problèmes sans la science et sans la technologie. Par exemple, aujourd'hui, alors ce n'est pas une solution universelle, ce n'est pas celle qui va résoudre tous nos problèmes, mais dans un certain nombre d'endroits, c'est une solution qui est une solution importante, la réutilisation des eaux usées traitées. C'est une solution qui va être enfin mise en œuvre, je dirais, en France, où on est très en retard pour des questions réglementaires par rapport à ce qui se fait ailleurs. Il faut savoir que, par exemple, en Italie, on réutilise entre 8 et 10% des eaux usées traitées. En Espagne, on est entre 12 et 15%. En Israël, on est à 85%. En Israël, il n'y a pas d'eau, donc il faut bien réutiliser celle-ci. À Singapour, par exemple, qui est pourtant en climat tropical, on est à 40%, ou près de 40%. Et nous, on était à moins de 1%. Alors il y a des endroits où effectivement on continue en France à nettoyer la voirie avec de l'eau potable. Donc il y a un moment donné où ce sont précisément et on a besoin de la nettoyer cette voirie, on a besoin de faire de l'hydrocurage, on a besoin de faire de l'irrigation parfois, et si on peut la faire sans utiliser la ressource naturelle qu'on va essayer de préserver pour les besoins humains, eh bien on sera content de faire appel à la technologie. Et encore une fois, je suis d'accord pour dire que le modèle agricole doit évoluer. Mais le modèle agricole, il ne va pas évoluer en 6 mois ou en 2 ans. Le modèle agricole, il faudra une génération pour le faire évoluer. Il faut être conscient du fait que ce sont des changements importants. Ce sont des changements qui ne sont pas simplement des changements de plantes, c'est aussi une modification culturelle. Vous avez des gens qui sont dans des modèles culturels depuis très longtemps. Et il va falloir qu'ils intègrent ça. On est dans un phénomène, c'est là où où c'est difficile. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté un système qui est en train de changer à grande vitesse et qui nous contraint, et à côté de ça, on a une dimension qui est une dimension humaine, sociale, culturelle, historique, et il va falloir faire en sorte que les gens évoluent, changent leur regard, changent leurs pratiques, changent un certain nombre d'éléments en ce qui concerne le modèle agricole, mais il va falloir du temps, et il va falloir les accompagner, parce qu'on n'a pas le droit de laisser les gens au bord du chemin. Il va falloir les accompagner dans toutes ces transitions. Et ça va prendre un peu de temps et il va falloir qu'on trouve le moyen de gérer cette transition. Merci pour ces réponses et nous repartons sur une série de questions. Tu as la parole, Georges. Merci beaucoup. Très cher grand maître, mes frères, mes sœurs, mesdames, messieurs, évidemment, en tant que président de la Commission nationale de réflexion sur le développement durable du Grand Orient de France, je suis bien que le terme ravi face à un problème si grave n'est peut-être pas le bon terme. Moi, je serais très reconnaissant du fait que l'obédience s'empare de ce sujet qui interpelle nos valeurs. D'ailleurs, chacun de vous, vous avez utilisé des termes comme partage, universel, humanisme, ce qui nous va bien. Et du coup, moi, je retire une double réflexion et vous me direz si j'ai bien capté vos propos et si mes remarques sont justifiées. D'une part, ça m'amène à penser à ressources matérielles et ressources immatérielles. Pour moi, dans ressources matérielles venant de la matière, je situe l'eau, par exemple. Et je comprends bien que vous nous interpellez sur une prise de conscience aujourd'hui, c'est que l'eau est une ressource épuisable. Ce qu'on n'avait peut-être pas en tête jusqu'à maintenant, c'est une ressource épuisable, une ressource matérielle épuisable. Et du coup, ça me fait penser de dire oui, mais de l'autre côté, on a des ressources immatérielles. Et ces ressources immatérielles, c'est quoi, par exemple? C'est des valeurs qui nous sont chères, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est la solidarité. Et quelque part, ne faudrait-il pas, finalement, plus tempérer les unes ou pondérer les unes par les autres? Parce que ces ressources immatérielles, elles sont inépuisables. Et puis, autre remarque que j'ai, du coup, que j'ai en tête après vous avoir entendu, c'est que potentiellement, il y a des risques. Il peut y avoir des risques dans cette pénurie possible d'eau, dans cet enjeu de conflits qui peuvent être extrêmement délicats. Il y a un enjeu social, mais je crois aussi, pour nous c'est important, un enjeu citoyen. Un enjeu citoyen parce que
ça pourrait éventuellement déboucher sur des radicalisations, ça pourrait déboucher sur plus de violence, et ça pourrait peut-être ébranler les piliers de la République qui nous est chère. Voilà, j'ai dit. Merci. Voilà, 2 autres questions. Alors. Oui. Merci. Bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. Ma question se porte sur les générateurs d'eau atmosphériques. Je voudrais connaître votre position à ce sujet, savoir les avantages et les inconvénients que vous identifiez, quels problèmes pourraient être soulevés à partir de cette utilisation. Et je voudrais savoir aussi si vous pouviez me confirmer ou non le fait que l'absorption de l'eau dans l'atmosphère pourrait contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ouais, bonsoir, merci pour cette très belle présentation. Donc Justine Offlock, je suis doctorante à la croisée des chemins entre le droit administratif et l'économie. Et donc ma question c'est comment savoir, comment s'adapter et comment aller vers plus de sobriété hydrique. Donc c'est super. Et en fait, j'étais un peu étonnée durant votre présentation sur cette opposition entre le public, la gestion publique et la gestion privée des services publics, dans le sens où on est dans un modèle où l'eau paye l'eau. Et j'ai l'impression, et dites-moi justement si j'ai tort, mais j'ai pas l'impression que la gestion publique soit capable de répondre à cette question. Et j'ai l'impression que le sujet est beaucoup plus global et national et nécessite une réforme de la gouvernance de l'eau. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. C'est parti pour les réponses. Alors on commence par une première question, en fait, presque une affirmation autour des ressources matérielles et ressources immatérielles. Qui souhaite répondre ? Alors on peut passer à la deuxième question, mais... Non, mais moi je traduis ça, merci Georges pour ce commentaire. C'est faire avec les uns et les autres et pas contre les uns et les autres. Voilà, des valeurs qui nous unissent et pas le contraire. Pour aller dans le sens de ce que dit Christophe et dans ton sens, Georges, je crois effectivement, et je l'ai signalé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a besoin, dans un contexte qui est un contexte qui est difficile, dans lequel on voit bien que le sujet est tellement important qu'il est, encore une fois, les usages aujourd'hui sont des usages qui sont des usages concurrentiels, et ils le deviennent de plus en plus. Et donc on a effectivement la nécessité à la fois de faire en sorte que les gens se parlent, et là on rentre dans l'immatériel que tu évoquais, et puis je crois qu'on a effectivement besoin d'aller vers quelque chose qui soit participatif, c'est-à-dire on a besoin aujourd'hui d'associer les gens aux décisions que l'on doit prendre. Je pense que c'est important, et je crois que plus le sujet est compliqué, et là je mets un S majuscule à sujet, je parle de... Plus le sujet est compliqué, plus il est difficile, plus il est générateur de tensions, et plus il faut faire œuvre de pédagogie, et plus il faut associer nos concitoyens à des processus de décision, d'arbitrage, si on veut véritablement réduire ce que tu évoquais, c'est-à-dire ces questions de conflits et de tensions. Merci. Nous avions ensuite une question autour du générateur d'eau atmosphérique. Votre avis, en fait, sur ce dispositif, et de la même manière, en fait, sur l'absorption de l'eau dans l'atmosphère. Pareil, vos avis sur ces deux techniques. Excusez-moi, je ne vais pas répondre techniquement, mais ayant vécu en Asie du Sud-Est, etc., le premier générateur d'eau atmosphérique que je connaisse, ce sont les climatiseurs qui ont des petits tuyaux avec de l'eau qui coule le long de toutes les maisons. Donc c'est un phénomène physique. Je suis incapable de vous dire est-ce que c'est ça la réponse à tous les problèmes de l'eau. Par contre, il y a des entreprises qui travaillent sur le sujet, c'est vrai. Oui, je vais revenir sur régie publique ou gestion privée, puisque pour moi, il n'y a pas d'opposition d'abord. Il n'y a pas de bonne gestion publique, mauvaise gestion privée ou inversement. La question, elle est un peu plus, je le dis, et philosophique et pragmatique. Moi, je constate que tous ceux qui sont allés en régie publique, ils sont restés. Donc après, vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais on a plein d'exemples de Paris à Grenoble, de Valence, maintenant la métropole de Lyon.
Et il y a une chose qui est évidente quand même, c'est que même si on peut définir une stratégie, une collectivité, la confier au privé, la connaissance par la collectivité de ce qui se passe, l'implication des citoyens, qui est pour moi une donnée cruciale, elle n'est pas du tout la même. On ne peut pas appliquer on a une régie publique avec 4 citoyens au conseil d'administration, avec 120 autres citoyens derrière pour faire le relais. Donc ça, par exemple, je ne vois pas comment on aurait pu l'avoir en continuant avec le privé. Et puis accessoirement, moi je pense qu'on a récupéré 10 points de marge, qu'on a récupéré les salariés qui travaillent aussi bien chez nous que quand ils étaient chez un prestataire privé, 10 points de marge pour entretenir un réseau. C'est par exemple le renouvellement qui va se faire tous les 80 ans des tuyaux, alors qu'on était plutôt à 120 ans avant. Donc c'est tout ça. Mais je le redis, les acteurs privés peuvent naturellement très bien travailler, et c'est le cas en tout cas de notre prestataire. De YouTube nous viennent plusieurs questions, alors, dont cette question: la désalination de l'eau de mer peut-elle nous fournir un appui et une sécurité pour les temps de crise? C'est un sujet qui a été abordé en fait très rapidement. Et voilà une vraie question. La désalinisation de l'eau de mer, alors c'est une question qui revient assez régulièrement lorsqu'on aborde la problématique de la ressource en eau. C'est vrai que, par exemple, en France, c'est quelque chose qui n'est pas ou très peu utilisé, et on le voit par contre utilisé ailleurs. À proximité de chez nous, Barcelone, par exemple, pratique la désalinisation de l'eau de mer depuis déjà assez longtemps. Si j'ai bien lu, il est question qu'il y ait une nouvelle usine de désalinisation qui soit mise en place pour rajouter 200 000 m3 d'eau. Voilà. Donc c'est quelque chose qui existe. Il y a des endroits où c'est extrêmement utilisé, mais je pense notamment aux pays du Golfe, pour une raison là simple: 1, il n'y a pas d'eau, et 2, l'énergie n'est pas chère. Parce que le problème numéro 1 aujourd'hui, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est le coût. Et donc, effectivement, ça demande beaucoup d'énergie, même si aujourd'hui on travaille. Vous avez le modèle de base, entre guillemets, c'est un alambic. On chauffe, on fait condenser, on récupère de l'eau. Mais ça, c'est très énergivore et donc c'est très coûteux. Et on travaille aujourd'hui dans des laboratoires sur des techniques d'osmose inverse. C'est-à-dire qu'on va chercher à faire passer l'eau à travers une membrane qui va laisser le sel d'un côté et on va pouvoir récupérer l'eau de l'autre côté. Ça nécessite là aussi de l'énergie, donc c'est coûteux, mais ça nécessite moins d'énergie que des techniques de type, entre guillemets, alambic. Donc il y a ce problème-là, qui est le problème donc du coût, et il y a un autre problème qui est celui de la saumure qui est générée. C'est-à-dire que quand vous enlevez le sel ne disparaît pas. Et donc, si vous travaillez sur d'énormes quantités, vous allez avoir d'énormes quantités d'une espèce de saumure qui va avoir, quand vous allez la rejeter, un impact environnemental qui va être un impact environnemental fort. Donc, ce qui explique que finalement, cette solution est aujourd'hui assez peu utilisée, au moins pour ces 2 raisons-là, mais qu'il n'est pas impossible, au vu des difficultés qui sont devant nous, qu'à un moment donné, on soit amené à utiliser aussi en France, par exemple, ce type de solution pour produire de l'eau potable, pour produire de l'eau douce. Merci. En fait, chez nous, la désalinisation, c'est une solution critique. Tu as parlé de Barcelone et de l'Espagne. D'abord, Barcelone, en 2008, a fait venir des bateaux d'eau de Marseille parce qu'il n'y avait plus d'eau. Et à ce moment-là, ils ont construit une première usine de désalinisation, effectivement, parce qu'ils étaient bloqués. Aujourd'hui, la situation à Barcelone, qui est la continuité de ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientaux, ils vont refaire venir de l'eau par bateau, ils vont reconstruire une usine de désalinisation. Pourquoi? Parce que en Espagne, c'est le pays des bassines. À Barcelone, il y a plein de barrages. Il y a plein de barrages, mais ils sont vides. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si on a un déficit de précipitation lié au changement climatique, on peut faire tout ce qu'on veut, on y arrivera. Alors la désalinisation, c'est une des solutions qui va être mise en place. Elle est mise en place dans une situation critique. Si on est capable de mettre en place des programmes, et on va le faire, de sobriété pour réduire le plan eau prévoit 10% de réduction de consommation d'eau pour les industriels, pour les particuliers, pas pour les agriculteurs.
ça sera une façon. Encore une fois, il n'y a pas de solution magique. En lien avec les pourcentages que vous évoquiez en début de propos, une question en fait entre pourcentage entre consommation agriculteur et consommation particulier. Est-ce que certains chercheurs cherchent à réduire la consommation d'eau dans l'agriculture spécifiquement? Alors oui, il y a effectivement un travail qui se fait aujourd'hui. Il y a dans les laboratoires de recherche, notamment de l'INRAE, vous avez des gens qui travaillent sur des sélections génomiques et génétiques pour être capables d'identifier des plantes qui seront moins consommatrices d'eau et mieux résistantes à la chaleur. Donc c'est un sujet, là aussi, dont de nombreuses équipes scientifiques se sont emparées. Et puis il y a également, ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi, le fait que, je connais bien le cas puisque c'est à Montpellier et que j'y vis, il y a ce qu'on appelle un institut de convergence qui s'appelle Agriculture numérique et qui, là aussi, rassemble un certain nombre d'équipes, notamment là aussi de l'INRAE, mais pas seulement, qui travaillent sur la mise au point de capteurs, enfin sur tout ce que le numérique peut apporter pour être plus efficace. C'est-à-dire des capteurs pour identifier le bon moment et la bonne quantité d'eau qu'il faudra apporter à la plante pour son développement optimal, en étant efficace le plus possible, donc en ne gaspillant le moins possible de cette ressource. Donc oui, il y a aujourd'hui, effectivement, en ce qui concerne l'agriculture, des équipes de scientifiques qui travaillent dans l'idée de faire en sorte que l'agriculture soit moins consommatrice d'eau. Merci. Je vous propose une dernière série de 3 questions. Alors, nous avons une question là, en fait, sur... Oui, voilà, tout devant. Alors, peut-être en passant, en fait, Jacques, puisqu'il y a une question juste... Voilà, parfait. On arrive à toi, mon frère, après. Déjà, je voulais dire merci pour la densité de vos interventions complémentaires qui élargissent notre regard et certainement aussi notre sensibilité. Se laver les mains. Et je pensais, en vous écoutant, à cet économiste qui s'appelle Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie, dans son texte qui s'appelle Governing the Commons, c'est-à-dire gouverner les biens communs, qui répondait à l'hypothèse d'une tragédie des communs, c'est-à-dire lorsqu'il y a des biens épuisables et rivaux, ça finit toujours mal. Et dans ce texte, très très important, elle relevait les trésors, ce qu'on pourrait appeler le patrimoine de l'inventivité humaine lorsqu'elle est collective, les trésors d'inventivité, qui avaient été déployés notamment dans les irrigations en Espagne, lorsqu'il fallait par exemple irriguer la nuit, lorsqu'il fallait faire un tour et ne pas passer son tour. Et donc je pense à ce lien que vous avez fait avec la science, et il se trouve que Governing the Commons a été repris par Charlotte Hesse dans la question des communs du savoir. Et je pense que savoir-faire, savoir-être, fait aussi partie de cette science dont vous parlez, parce qu'il y a des expériences qui sont irremplaçables, locales. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Dominique Dafosse. D'abord, merci pour toutes ces présentations et ces réponses données jusqu'à présent. Vous avez dit que la technologie ne pouvait pas tout. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a quelques années, c'est pas très vieux, EDF a mis en place des compteurs, au départ très critiqués, les compteurs Linky. Aujourd'hui, avec ces compteurs, tout le monde peut savoir exactement ce qu'il consomme comme électricité, matériel par matériel, et dans sa maison, dans son appartement. Et donc, gérer son électricité au plus près. Les compteurs d'eau individuels sont quasiment obligatoires maintenant dans tous les appartements. Et ces compteurs d'eau ne mesurent pas du tout l'utilisation de l'eau sur la longueur de la journée. C'est pourtant, il me semble que ça serait facile à faire. Bien évidemment, ça ne réglerait pas tout le problème, mais je me souviens, moi, de temps en temps, comment je me fais moquer quand je dis à des enfants ou même à des adultes,
ferme le robinet d'eau quand tu te laves les dents. C'est systématiquement la moquerie. Donc, je pense que la technologie, la technicité peut faire avancer les choses petitement, mais si on arrive à gérer l'eau potable de cette manière-là, c'est tout le monde, en tout cas chez les 5 millions d'humains qui ont accès à l'eau, on fera de sacrées économies. Merci, on va prendre une dernière question. Alors de ce côté, j'ai un projecteur façon soleil là qui m'empêche de voir précisément s'il y a des mains qui se lèvent, mais je crois voir un mouvement entre deux soleils. Bonsoir, je suis Michel Murot. Merci messieurs pour vos interventions. Je suis originaire de Madagascar, de la région Haute-Matziach, où la métropole de Lyon intervient dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'eau pour permettre l'accès à l'eau aux pays émergents. Je reçois le petit journal qui rend compte du programme Horizon 2025 et de son avancement. Et en discutant avec les uns et les autres à Madagascar, j'ai cru comprendre que la suite du programme est incertaine. Je ne sais pas si ces informations sont exactes, mais ce soir, donc, je me fais le porte-parole, monsieur le président de la métropole, je me fais le porte-parole d'une région qui a encore besoin de vous. C'est vrai que le résultat est là, on a de moins en moins de consultations médicales dues aux problèmes digestifs. Et donc, voilà, merci pour ce que vous faites. Et on a encore un problème d'assainissement. Merci. Merci à vous. On y va pour les réponses. On commence par le compteur. Je vais vous répondre pour le compteur. C'est exactement pareil que pour les compteurs d'électricité. Il y a des applications, la mesure de la consommation permet de contrôler. Et aujourd'hui, avec l'aide de sociologues, etc., il y a des applis sur le téléphone de chaque usager qui permet de suivre et maîtriser sa consommation. Donc, Et je vais bien compléter sur les compteurs. Il y a une petite différence quand même, c'est que le compteur électrique, on a un intérêt à couper des appareils ou allumer à distance, alors que l'eau, ça permet de repérer des fuites, c'est important. On nous prévient les habitants quand il y a une fuite qu'on repère par le compteur, donc on les prévient pour faire arrêter la fuite, mais on ne va pas ouvrir ou fermer un robinet à distance, parce qu'on ouvre le robinet quand on en a besoin, donc c'est un peu différent. Et sur la question de madame sur Madagascar, je n'ai pas la réponse parce que je ne connais pas tous les dossiers, mais on a maintenu la totalité des budgets de coopération nationale, notamment sur la question de l'eau. Donc il n'y a pas de raison, à ma connaissance, qu'on ait arrêté à Madagascar, surtout qu'il n'y a pas de situation politique qui fait qu'on aurait des difficultés à intervenir. Et en plus, on a rajouté un nouveau budget sur la coopération internationale, sur les déchets, puisque maintenant, je crois que c'est 0,6% du budget déchets qu'on va aussi consacrer à la coopération internationale. Allez-y. Je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez, madame, sur la notion de bien commun et l'importance que ça peut avoir. Il se trouve que j'ai longtemps vécu en Afrique, que j'ai grandi en Afrique, et que j'ai donc eu l'occasion de voir un certain nombre de choses, et qu'ensuite mon travail m'a amené à faire un certain nombre d'opérations, d'actions scientifiques, mais finalisées, avec des objectifs. Et j'ai pris conscience de ce qu'était l'eau, alors que, voilà, déjà quand j'étais gamin, et que dans le Sahel, vous avez les premières pluies qui tombent au mois de juin, et que vous n'en avez pas vu la couleur depuis le mois de septembre, je peux vous assurer que ça apporte quelque chose qui est collectif, partagé. On sent qu'il se passe quelque chose, avec derrière des paris qui sont pris par les gens. Quand vous avez les agriculteurs qui font un pari en ce sens qu'il n'y a pas d'irrigation possible là où ils sont, où ils vont juste planter en espérant qu'il va repleuvoir à nouveau dans les 10 jours qui suivent, ça vous donne comment dire, ça vous structure, si je peux dire. Et puis je me suis rendu compte aussi, il se trouve que j'ai eu la chance, quand j'étais un jeune hydrologue, de travailler sur, et c'est ça que je trouve intéressant au regard de ce que vous avez dit, j'ai eu la chance de travailler dans un grand programme qui avait été mis en place par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est là où j'ai découvert ce que pouvait apporter
la mise en commun de capacités, de savoir-faire, parce que ce programme, c'était le programme porté par l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre l'onchocercose. L'onchocercose, si vous ne le savez pas, c'est une maladie qui rend les gens aveugles. Vous êtes piqué par des petites mouches qui sont des simuli, et quand ces simuli vous piquent, elles vous injectent un filaire, un parasite, qui va se déplacer, et ces filaires, alors il faut être piqué quand même de très nombreuses fois, etc., mais ces filaires vont se déplacer et venir se concentrer sur le nerf optique. Et ça rend les gens aveugles. Et évidemment, comme les choses sont mal faites, ces mouches, ces simuli, elles ont besoin, pour se reproduire, de déposer les larves dans des cours d'eau oxygénés. Donc plutôt sur le haut des bassins hydrographiques, là où l'eau va être de qualité. Il y a de l'eau, et l'eau va être de qualité. Ça ne va pas être de l'eau stagnante, bien plus en aval. Et donc les gens, naturellement, avaient tendance à s'organiser, structurer leur mode de vie dans ces régions-là. Voilà. Et donc ils étaient piqués, et les gens devenaient aveugles, et vous avez peut-être des images qui peuvent être perçues comme des images d'Épinal, où vous avez des jeunes enfants qui conduisent des gens plus âgés qui leur tiennent l'épaule, et c'est souvent dans ces régions d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, c'était des gens qui avaient perdu la vue du fait de l'onchocercose. Et il y a eu un grand programme qui a permis de traiter 2 500 000 km², 5 fois la superficie de la France, pour éradiquer cette maladie. Et là, il y a eu la puissance des Nations Unies, il y a eu qui ont apporté des financements, il y a eu la puissance de ce que j'évoquais tout à l'heure, la l'interdisciplinarité, la mise en commun de compétences. Vous aviez évidemment des spécialistes, des entomologues, des spécialistes de ces problèmes-là, vous aviez des médecins, vous aviez des hydrologues comme moi, où j'apportais ma pierre. Moi, ça consistait à faire en sorte que je fasse des prévisions de débit sur les cours d'eau, parce que vous aviez les hélicos et les avions de traitement qui partaient le lundi, et qui partaient pour des circuits, vous imaginez, depuis Dakar jusqu'au Cameroun, vous imaginez la surface et les trajets qu'il y avait à faire. Et donc il fallait, quand ils partent le lundi, qu'ils sachent le vendredi, en passant sur telle rivière, quelle quantité d'eau il y avait pour essayer de mettre la bonne dose de larvicide. Et ça a marché. C'était dramatique parce que quand vous survoliez ces régions-là, toutes ces régions qui étaient des régions finalement potentiellement riches, elles étaient désertées et vous ne voyiez plus que les ruines des villages. Et en fait, donc il a fallu répéter ces traitements pendant des années, et on a pu considérer à partir de la fin des années 90, début des années 2000, qu'effectivement l'onchocercose était éradiquée dans toutes ces régions. Et ça veut dire que depuis le début de ce siècle, vous avez donc d'abord, les gens sont revenus dans ces régions qui sont les régions dans lesquelles ils vivaient, leurs familles vivaient, ils avaient leurs traditions, ils avaient leur histoire. Les familles sont revenues dans des régions qui sont potentiellement riches. Et ça veut dire que vous avez des millions d'enfants qui sont nés dans tout ce territoire en sachant qu'ils seraient à l'abri de l'onchocercose. Et ça, je trouve ça absolument formidable. Et c'est un vrai message d'espoir qui va dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire que lorsqu'on se rassemble, lorsqu'on met les compétences, lorsqu'on met les savoirs en commun, on arrive à faire un certain nombre de choses qui sont finalement très prometteuses. Merci de ces propos d'espoir qui sont les mots de la fin. Infiniment merci, messieurs Sarva, Audouin, Bernard, de vos contributions, de vos réponses. J'invite désormais pour les mots de conclusion le grand maître du Grand Orient de France, Guillaume Trichard. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Alors, je voudrais d'abord remercier nos trois intervenants au nom du Grand Orient de France pour nous avoir éclairés de leur connaissance, de leur expertise, de leur pratique. En ce 21 mars, veille de la Journée mondiale de l'eau,
puisque demain, 22 mars, ce sera la journée mondiale de l'eau décidée par l'Organisation des Nations Unies. Et je crois que c'était important que cette conférence publique puisse être organisée à ce moment particulier. Et dans ce cycle que nous avons mis en place depuis le mois de septembre dernier, dédié aux dignités humaines. Alors que notre conférence publique touche à sa fin, je ressens évidemment le besoin de partager avec vous une réflexion qui m'a été inspirée évidemment par nos échanges sur le partage de l'eau. Comme vous le savez, l'eau n'est pas seulement une ressource matérielle, mais pour les francs-maçons qui travaillent dans ce temple, c'est aussi un symbole profond de la vie, de la purification et de la régénération. Dans nos rituels maçonniques, nous utilisons souvent l'eau comme un élément de purification. Dans certains rituels, on dit pour nettoyer nos esprits et nos cœurs des impuretés du monde extérieur. Cette symbolique, je crois, nous rappelle également que le partage de l'eau va bien au-delà de la simple distribution d'une ressource physique. Chacune des idées que nous partageons aujourd'hui représente non seulement notre engagement envers la préservation de cette ressource essentielle, mais aussi notre volonté de cultiver la solidarité et l'unité au sein de notre communauté maçonnique et au-delà de notre communauté humaine. Alors, quelques points de réflexion par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. L'eau, l'or bleu, ce bien commun de l'humanité et du vivant ne doit pas devenir le pétrole du XXIe siècle. Il doit être le symbole de la vie et source de paix et non de conflits armés. Or, ça a été rappelé tout à l'heure, un grand nombre de conflits armés ont lieu dans le monde autour du sujet de l'eau. Alors, on a beaucoup parlé de biens communs. Je vais, moi, vous parler plutôt de patrimoine commun. Parce que le bien, et ça a donné lieu à beaucoup de réflexions, et d'analyse et d'échanges, le bien fait que, à un moment donné, il peut être un bien privé et il peut devenir une marchandise commercialisable. Et ce soir, nous avons évoqué évidemment le réchauffement climatique. Nous avons évoqué la consommation d'eau au robinet. Il y a un élément que nous n'avons pas évoqué et que je veux évidemment évoquer avec vous parce que moi, il me choque, c'est l'exploitation des nappes phréatiques, c'est-à-dire de ce patrimoine commun de l'humanité, par des sociétés privées, hautement privées. On connaît les trois géants, je les citerai comme ça, je ne me fâcherai avec aucun, le groupe Coca-Cola, le groupe Nestlé avec Nestlé Waters, qui possède un nombre de marques incroyables, et le groupe Danone. Quelques chiffres qui font tourner la tête. En 2014, le business de l'eau en bouteille, c'était 370 milliards de litres embouteillés, c'est-à-dire ponctionnés dans les nappes phréatiques, mis dans des bouteilles en plastique dont on connaît évidemment l'impact sur l'environnement, et vendus aux êtres humains. En 2024, ce chiffre est passé à 486, c'est les prévisions, 86 milliards de litres, et les analystes estiment qu'il représentera un chiffre d'affaires de 360 milliards de dollars dans le monde. C'est des chiffres vertigineux parce que, je le redis, ce sont des ressources naturelles, c'est un patrimoine de l'humanité. Et donc, ça doit nous pousser à réfléchir. On a parlé de sociétés privées, d'administration de l'eau de gouvernance de l'eau par les forces publiques, la puissance publique. Moi, je prends quelques sujets qui nous interpellent. Au Mexique, par exemple, c'est 750 000 litres d'eau qui est prélevée par jour à San Cordoba. 750 000 litres, non pas pour le mettre dans des bouteilles, mais là,
pour cette marque de soda très connue, fabriquer du soda. Et évidemment, parfois on parle du nombre de litres d'eau, de milliers de litres d'eau pour fabriquer une vache. Bien, pour fabriquer 1 litre de soda, il faut 6 litres d'eau potable. Or, au Mexique, il est plus fréquent et moins onéreux pour les jeunes Mexicains de s'alimenter avec ce soda dont je ne citerai pas la marque, plutôt qu'en eau potable. Je vais vous prendre un autre exemple qui, là, percute la République française, Mayotte, le 101e département, qui vit depuis des mois une catastrophe, je le dis, inacceptable dans notre République. C'est 310 000 personnes assoiffées en ce moment où nous parlons. Je vous invite d'aller sur le site de l'UNICEF, vous verrez l'appel qui a été fait. Donc, ça a conduit les autorités publiques à devoir distribuer de l'eau. Et on parlait tout à l'heure du nombre de litres d'eau utilisés par les Français pour se laver les mains. Bien, à Mayotte, ils avaient le droit, il y a quelques mois, à 1 litre d'eau par jour et par habitant. Je vous donne ces chiffres parce que, encore une fois, ils doivent nous interpeller. Le droit à l'eau potable a été reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies, ça a été dit tout à l'heure, en 2010, avec notamment le soutien de la France. C'est donc un droit fondamental, essentiel, au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l'homme. Et puis en France, depuis 2006, c'est l'article 210-1 du Code de l'environnement, la loi dispose le droit à chacun d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous pour son alimentation et son hygiène. Or, force est de constater, je viens de parler de Mayotte, mais je pourrais parler de la Guyane, que, par exemple, dans les Outre-mer, tout le monde n'a pas accès à une eau potable de qualité. Mais je pourrais également parler de l'île de la Réunion, où certains quartiers défavorisés n'ont pas accès à l'eau. C'est aussi le cas des habitants de Guadeloupe, qui régulièrement, j'y étais dans le cadre d'un de mes déplacements, eh bien, il y a des coupures d'eau par quartier pour préserver l'eau. Et enfin, c'est, je le dis aussi, le cas de la France hexagonale, où dans certaines parties de la France, des habitations ne sont pas connectées en eau et doivent se débrouiller pour effectuer leur propre forage et pour donc accéder à l'eau. C'est la raison pour laquelle, comme pour le droit au logement, je le dis, et je crois que c'était un avis du Conseil économique, social et environnemental, il devrait y avoir un droit opposable à l'eau. Car évidemment, l'eau est un enjeu géopolitique. Nous avons parlé de ces guerres, on aurait pu parler de ce qui se passe au Yémen, on a parlé tout à l'heure du Nil, 100 000 habitants, les 100 millions d'habitants de l'Égypte dépendent de 90% du Nil. Bref, alors que nous allons conclure cette soirée, je vous invite à méditer sur la signification profonde de l'eau dans notre tradition et dans nos vies. Je parlais de patrimoine tout à l'heure. Patrimoine, ça vient de patrimonium. Patrimonium, ça signifie l'héritage du père que l'on transmet à ses enfants. C'est donc pas un bien que l'on consomme pour soi-même sans penser aux générations futures. Et donc je crois que nous devons avoir une réflexion collective, et au-delà d'une réflexion, des actions collectives envers notre planète, envers nos frères et sœurs en humanité du monde entier. Il s'agit là de la liberté d'accéder à ce patrimoine, de l'égalité entre les êtres humains et de la fraternité avec celles et ceux qui n'en ont pas. Permettez-moi enfin de citer Benjamin Franklin, qui disait « Nul ne connaît la valeur de l'eau avant que le puits ne se tarisse ». J'ai dit, et je vous remercie, et je vous demande d'applaudir nos 3 intervenants. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous pour notre prochain chantier de la République qui aura lieu le 25 avril avec comme thème cette fois les travailleurs
pauvres. Je vous invite à vous lever de manière à accompagner le départ de nos invités et du grand maître. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, belle soirée à vous.